honnête respect. Mes chers amours, un plaisir immense de nous reconnecter en cette année 2025. C'est vraiment avec une gratitude marquante que je me retrouve encore pour une énième fois derrière ma caméra pour une émission aussi intéressante. Aujourd'hui, je m'en voudrais de ne pas commencer cette année sans vous camper un homme grandeur nature qui a marqué son siècle. Un homme qui, par sa bravoure, par sa ténacité, a mis tout un peuple, voire toute une humanité debout. Cet homme a été vilipendé, souillé, humilié, en fait, par les anciens colons, mais sa mémoire, son travail perdure jusqu'à maintenant. Il est méconnu malheureusement par beaucoup de ses descendants et mal compris par beaucoup de ses descendants. L'on peut comprendre pourquoi, parce que justement, pendant plusieurs décennies, on a refusé de citer son nom. Je me suis donné cette responsabilité, comme bien d'autres frères et sœurs haïtiens, à le remettre sur la scène internationale. Et c'était avec un grand plaisir d'ailleurs que je me suis vraiment battue avec certains de mes compatriotes pour qu'on ait son buste à la ville de Gatineau. Oui, ça, je le prends et j'en suis fière. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte ces couleurs, le rouge et le noir. Vous avez deviné, nous allons parler de Jean-Jacques Dessalines. Impétueux, audacieux, avant-gardiste, déterminé et n'avait peur de rien. Il érigea le premier empire nègre dans toute les Amériques. Cet homme doit être connu, reconnu pour son travail, pour sa ténacité et surtout pour son amour pour tous les individus, tous les peuples à travers le monde et surtout le peuple kémite. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que j'accueille un homme intéressant, un cinéaste, producteur, documentariste, politique, le premier film Duvalier accusé, Haïti, le chemin de la liberté, un documentaire vraiment intéressant à voir. Nous allons accueillir donc Arnold Antonin qui va nous parler de ce grand homme, Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation haïtienne. Bon visionnement et à bientôt. C'est un plaisir, comme vous pouvez le constater, d'accueillir un homme exceptionnel. Vous savez que c'est mon mot, mon adjectif de prédilection. Alors, c'est un plaisir immense de vous présenter Monsieur Arnold Antonin. Et j'ai eu déjà à vous présenter dans l'introduction qui est ce monsieur extraordinaire qui fait un travail incommensurable, non seulement pour la mémoire, l'histoire et tout ce que vous pouvez imaginer en faveur de ce peuple-là qui ne peut pas mourir et qui influence également l'histoire de tous les Kémites à travers le monde. Comme je le fais pour tout le monde, est-ce que vous me donnez la permission de vous tutoyer parce que je sais que ça va arriver lors de cet entretien-là? Non, mais je trouve ça très bien de se tutoyer. Ça crée une ambiance de familiarité, de convivialité, décontractée. C'est comme ça que ça me plaît. Voilà, alors c'est ça, on va continuer avec ce rythme-là et cette façon de faire. Et d'ailleurs, ça me rajeunit. Surtout, parce que vous êtes une personne de sans vie. J'ai un ami camerounais qui me dit ça souvent, mais tu es une femme de sans vie et j'ai constaté que vous l'êtes aussi. Alors, d'abord, faut m'excuser parce que je ne suis pas dans la bonne forme et j'ai eu des quintes de toute la soirée, mais voilà, mais je suis là et prêt à répondre à tes questions. Voilà, comme j'ai eu à le dire, nous allons camper le personnage de Jean-Jacques Dessalines, qui est le père de la nation haïtienne, qui fut le premier empereur d'Haïti. Pourquoi? Parce que je me dis, en cette période, cette première émission qui marque la nouvelle année, quoi. Voilà, de l'émission Manzé-Chou Black, je pense qu'il fallait absolument camper ce personnage-là, qui est méconnu, vraiment méconnu par beaucoup de gens, surtout le continent Alkeboulan, qu'on appelle vulgairement Afrique. Et on a cette tendance à mettre en avant uniquement Toussaint Louverture, qui pour moi compte tout autant, mais je crois que c'est faire justice de parler aussi du père de la nation haïtienne, Jean-Jacques Dessalines. Alors, qu'as-tu
en termes de connaissance de ce personnage mythique et qui a marqué vraiment l'histoire de tous les nègres, si je peux le dire ainsi, de partout dans le monde. Bon, écoute, et j'entendais dire que Toussaint Louverture est plus connu que Dessalines, et en Afrique également plus connu que Dessalines. Ça ne m'étonne pas, je dois te dire, mais que en même temps c'est une profonde injustice. Parce que ce qui s'est passé avec Toussaint, c'est que les Français, pendant longtemps, l'ont ignoré également, mais après ont essayé de le récupérer. C'est une tentative parce que Toussaint, ayant été vaincu, même si c'est par traîtrise, par l'armée de Napoléon, déporté en France où il est mort dans un cachot français. Donc les Français se sentent bien à l'aise de se donner bonne conscience en le récupérant et en jouant presque à la magnanimité et tout ça. Donc c'est possible avec Toussaint. Mais avec Dessalines, c'est impossible parce que Dessalines est celui qui a infligé une défaite cuisante et honteuse, inacceptable à Napoléon Bonaparte. Et ça, on ne lui a jamais pardonné. Parce que moi, j'ai vu un film énorme sur Napoléon. D'ailleurs, il y en a un récemment fait par un très grand metteur en scène, mais qui est un film raté. Et là, il n'ose même pas citer la défaite de Napoléon. Avant Waterloo, l'armée de Napoléon, dirigée par son beau-frère, accompagné de sa sœur chérie, Paulina, a subi en Haïti sa première irréparable défaite. Parce qu'après, ils ont perdu la colonie, ils ont tout fait pour y revenir et ils n'ont pas pu. Donc voilà comment ça s'explique. Or, Dessalines, tu sais, comparaison n'est pas raison, donc on ne peut pas se mettre à comparer comme certains le font, Dessalines et Toussaint, ou bien tous les héros de l'indépendance, faut les situer dans leur contexte, sont des personnages hors normes. C'est des personnages, moi je disais, il faut un talent comme Homère ou bien comme Shakespeare ou Aimé Césaire pour rendre ces personnages tellement ils sont immenses. Mais il faut les situer dans leur époque, dans leur période. Donc, Toussaint a joué le rôle qu'il devait jouer et qu'il a pu jouer, et puis Dessalines a joué le sien également. Mais là, moi, pourquoi ai-je fait un film sur Dessalines? D'abord parce que je trouvais que c'était incroyable qu'il n'existe pas encore de film sur Dessalines. Ensuite, j'ai découvert combien en Haïti même Dessalines était un personnage ignoré ou bien chacun l'utilisait à ses propres fins. Donc tous les hommes politiques se réclament de Dessalines, évidemment, c'est fort facile de le faire, mais en même temps, tous, ils sont en train de créer leur propre Dessalines. Donc j'ai essayé de rendre le personnage dans sa complexité et dans sa dimension. Et c'est en faisant le film que moi-même j'ai découvert, parce que j'en avais envie, qui était Dessalines vraiment. Donc voilà. Alors, qui était Dessalines? Exactement. La question se pose d'elle-même. Dessalines était un homme en chair et en os, ce n'était pas un dieu. Très souvent, ceux qui font des dieux, des personnages historiques, c'est ou bien pour mieux les vilipender, ou bien pour s'auto-complimenter soi-même. Mais Dessalines, de toute manière, ce que j'ai découvert, je dirais en premier lieu, c'est que parmi tous les pères de l'indépendance, c'était celui qui, contrairement à la légende, avait peut-être la plus grande vision d'homme politique. Pas seulement de guerrier, on le présente comme un grand guerrier, mais un grand guerrier qui n'avait pas beaucoup de talent politique, d'administrateur. Et j'ai découvert que par rapport à tous les pères de l'indépendance qui, comme je disais, sont des personnages hors normes, c'était celui qui avait la plus grande vision et qui mettait plus les choses en perspective finalement, enfin jusqu'à la période de son assassinat. On se retrouve en 1802 à Saint-Domingue, dans un territoire déchiré par les contradictions apparemment les plus inconciliables et les plus violentes possibles. Il y a des divisions entre les hommes du Nord et les hommes du Sud. Il y avait eu la guerre du Sud peu auparavant, entre Rigaud et Toussaint, et c'est Dessalines qui avait conduit l'armée de Toussaint dans le Sud. On se trouve dans des divisions apparemment inconciliables entre les Anglais et les Français, donc les colons même sur le territoire, entre les marrons et les généraux haïtiens qui étaient en fait à ce moment-là des généraux saint-domingois ou des généraux français. Et puis, dans ces contradictions qui semblaient irréconciliables vraiment, Dessalines se présente et c'est le seul qui arrive à faire une unité de toutes les forces révolutionnaires.
évidemment, on l'a accusé d'avoir eu la main très dure par rapport aux marrons. J'ai un grand ami historien qui est malheureusement décédé, et Michel Hector, qui me disait pourquoi tu ne fais pas plutôt un film sur les marrons. Mais je lui disais bon, on peut toujours faire un film sur les marrons, mais Dessalines mérite un film. Et l'attitude de Dessalines vis-à-vis des marrons, et qui a été une attitude impitoyable, s'explique également dans le contexte historique. Dans le contexte historique d'alors, et encore aujourd'hui, les contradictions entre gens en armes se résolvent par la violence. Et donc il a utilisé la violence, mais pour unifier toutes les forces révolutionnaires qui étaient en mesure de faire face à l'armée coloniale française. Dessalines était un général français jusqu'à ce qu'il se révolte contre l'armée de Napoléon et gagne cette guerre. Mais Dessalines, comme Toussaint, comme Pétion, comme Christophe, comme Capois-Lamour et tous les autres, n'avaient pas été acceptés dans l'armée française pour faire couleur locale. C'est comme je dis les équipes de football en France. On ne met pas Thuram, Mbappé ou bien les autres, les Noirs qui sont dans l'équipe de France parce qu'ils sont noirs pour faire mélange noir-blanc. C'est parce que ce sont des joueurs extraordinaires. Donc, ces chefs militaires haïtiens étaient des chefs militaires d'un très haut niveau. Et ils vont utiliser cette préparation qu'il avait eue dans l'armée de Napoléon lui-même pour battre l'armée de Napoléon. Donc, c'était certainement un grand politique, un grand militaire également. Et on l'a vu à Vertières, qui a été sa guerre. On a vu de quelle façon il a conduit cette guerre. Mais avant, il y avait eu d'autres guerres. La bataille de Port-au-Prince et bien d'autres. Et en même temps, c'est quelqu'un qui place la révolution haïtienne dans un contexte universel, déjà. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles on l'a encore plus vilipendé et ignoré. Il te dit, d'abord, l'armée indigène haïtienne, il l'avait appelée l'armée des Incas. Parce que Dessalines... Pourquoi ce choix? Pourquoi les Incas? Parce qu'il avait eu connaissance de la guerre que Tupac Amaru était en train de livrer à l'armée coloniale espagnole au Pérou. Donc, il lie sa guerre à la guerre des indigènes, des aborigènes de l'Amérique du Sud contre le colonialisme espagnol. Bon, plus tard, il va changer le nom de l'armée des Incas. Il avait appelé les soldats les fils du soleil, les soldats de l'armée indigène haïtienne à ce moment-là. Donc, après, il va, quand il entreprend la phase finale de la guerre, donner le nom d'armée indigène à cette armée-là, et il va dire que nous sommes les vengeurs de l'Amérique. Il ne se présente pas seulement comme le chef d'une petite révolution qui se fait à l'intérieur d'un petit territoire de 27 000 km², c'était encore moins à ce moment-là, mais il se présente comme celui qui indique la voie à tous les opprimés de l'Amérique, compris Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud. Mon film avait été sélectionné à un festival de films latino-américains. Et je me rappelle comment ces latino-américains ont été étonnés de voir qu'il y avait eu en Haïti un homme qui était à la hauteur de San Martin ou bien de Simon Bolivar, même si c'était évidemment toute proportion gardée, un territoire beaucoup plus petit. Mais donc, il se présente comme le vengeur de l'Amérique. Et plus tard, on le sait, après le triomphe de la Révolution, il donne au territoire, à l'ex-Saint-Domingue, le nom d'Haïti. Haïti, c'était le nom que les aborigènes, en 1492, quand Colomb est arrivé, c'est comme ça que ce territoire s'appelait Haïti, terre des montagnes. Donc, il reprend ce nom et te fait la liaison entre 1804 et 1792, 4 siècles, où il fait une connexion directe entre les premiers habitants et ces derniers qui vont fonder ce nouvel État, et donc entre les opprimés de tous ces siècles. C'est un geste, je crois, flamboyant, évidemment. Très symbolique. Et il avait autour de lui, évidemment, des gens comme son secrétaire préféré, Boiron-Tonnerre, etc., etc. Alors, ceci d'une part, ça c'est le geste. Mais la signification, c'est que la Révolution américaine avait proclamé les droits de l'homme et du citoyen. La Révolution française, 1789, la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais nous savons tous que c'était des déclarations universelles, mais pas des déclarations pour les hommes sur toute la terre. Il y avait des exceptions. Aux États-Unis, c'était la déclaration des propriétaires et ça excluait les Noirs. En France, il y a eu toute une bataille, évidemment, mais finalement, ça excluait les Noirs également. Donc, Dessalines est celui, avec la Révolution haïtienne, qui donne à la Déclaration universelle des droits humains une vraie portée universelle, en dehors de
toute différence raciale, etc., etc. Et de genre également, je suppose. Et de genre également, évidemment, jusqu'à un certain point, mais plus que les autres. Parce qu'en France, on sait que celle qui a fait une déclaration universelle, qui a écrit, élaboré et défendu une déclaration universelle des droits de l'homme, a été exécutée. N'est-ce pas? Donc, mais à côté de tout cela, pour replacer les choses dans leur contexte, mais en même temps voir cette portée extraordinaire de la révolution haïtienne, encore aujourd'hui, aux États-Unis, on se bat pour la reconnaissance de l'égalité des minorités raciales et des Noirs en particulier, Black Lives Matter, et puis on se souvient de Black is Beautiful. Exact. Dans la révolution haïtienne, Dessalines et celui qui rédige avec lui la Constitution de 1805 déclarent que tous les Haïtiens, indépendamment de leur couleur, seront considérés comme des Noirs. Nègres. Comme des... Bon, il avait utilisé le terme noir, mais nègre et noir, c'était la même chose. Exactement. Donc, tu t'imagines, début 19e siècle, le mot nègre, le mot noir, c'était des stigmates, des mots infamants, pratiquement. C'était une insulte. Et Dessalines fait de ce mot un mot glorieux. Et, autre conséquence de tout cela, on a écrit des livres, on a fait des caricatures, on a tout fait pour faire passer Dessalines pour un mangeur de blanc. Dessalines bavlé ou blanc. Dessalines bavlé ou blanc. Bon, même les enfants répétaient ça. Exactement. Mais il y a un monsieur de Broca qui a écrit un livre, et ça a été le premier livre sur Dessalines, où il l'a présenté comme un être assoiffé de sang, un sanguinaire, un sauvage. Or, que fait Dessalines et les révolutionnaires haïtiens au lendemain du triomphe de la Révolution? Ils donnent la nationalité haïtienne aux Polonais et aux Prussiens qui étaient arrivés avec l'armée de Napoléon, mais qui étaient passés du côté des révolutionnaires. Ils leur donnent la nationalité haïtienne et les reconnaît comme des nègres. Aussi, comme ça. Et quand on l'accuse d'avoir massacré les Français, d'abord, Napoléon était un grand massacreur de ses ennemis. Il y a beaucoup d'exemples, royalistes ou bien ottomans. Enfin, quand l'armée de Napoléon affrontait ses ennemis, gagnait la bataille, il massacrait les ennemis. Simon Bolivar en a massacré également en Amérique du Sud, lors de la guerre à mort, la guerre à muerte. Donc à ce moment-là, les problèmes se résolvaient plus ou moins comme ça. Mais Dessalines n'a pas massacré les Blancs, évidemment, il n'a pas massacré tous les Français. Les Français étaient considérés à ce moment-là comme une 5e colonne. Ils avaient intercepté des lettres que des Français sur place écrivaient appelant à un retour de l'armée napoléonienne en Haïti. Donc à ce moment-là, ils ont pris une mesure drastique et inconcevable pour nous aujourd'hui, mais dans le contexte historique d'alors et dans le contexte politique, militaro-politique d'Haïti, donc ce geste est un geste qui passe et qui se comprend très bien, même si on ne va pas nous faire l'éloge des massacres, évidemment. Mais il faut préciser qu'il n'a pas été un massacreur de Blancs et il n'a pas été un massacreur de Français non plus. Il a réagi selon les besoins du moment. Selon les moments, mais en même temps, en allant bien au-delà, puisqu'il arrive à faire des Prussiens et des Polonais qui étaient des Blancs, ils sont encore là, leurs descendants, et à Casals et à Fond des Blancs, etc. Il en a fait des Haïtiens de plein droit. Et on dit même que parmi les signataires de l'acte de l'indépendance, il y avait un Blanc. Donc, d'autre part, moi, la chose que je recommande aux jeunes Haïtiens, à ceux qui voient le film ou bien à mes anciens étudiants, et quand ils m'en parlent, la Constitution de 1805 est une constitution qu'il faut placer dans son contexte, mais qui mérite d'être étudiée et d'analyser parce que chaque clause, chaque article de cette Constitution vaut la peine. Exactement. Parce que non seulement, des fois, le style est flamboyant, un style révolutionnaire et extrêmement beau, comme la déclaration de l'indépendance, mais Dessalines prend des mesures qui sont incroyables. Après la guerre de l'indépendance. D'abord, le fait de construire toutes ces fortifications tout autour de l'île pratiquement pour se protéger d'un éventuel retour de l'armée coloniale et française. Et même la citadelle, qui est le fleuron de l'architecture patrimoniale en Haïti, a été commencée par Christophe sous l'ordre de Dessalines. C'est Dessalines qui lui en a intimé l'ordre de construire cette forteresse qui est devenue ce qu'elle est devenue après avec Christophe. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a bâti après ça? Les seuls vestiges qui résistent encore autant dans ce pays sont ces vestiges-là. Exactement. On n'a pas construit grand-chose après tout cela, n'est-ce pas? On a profité des aqueducs que les Français eux-mêmes avaient construits ou des routes que même ils avaient percées et tout ça. Mais
il y a des choses encore incroyables dans cette constitution. Il demande immédiatement qu'on fasse un recensement des Haïtiens. C'est quelque chose d'élémentaire. Comment tu peux faire de la politique dans un pays si tu ne sais pas combien d'habitants il y a dans ce pays? Combien il y en a par département ou par ville, etc. Dessalines entreprend un recensement. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de recensement récent dans ce pays. Et les derniers recensements ont été des projections. C'est pas des recensements qui ont été faits selon les règles de l'art. Ceci pour les recensements. Dessalines déclare que tout Haïtien doit avoir une carte d'identification, une carte d'identité. En 1805, encore aujourd'hui, les Haïtiens, beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire la plupart, n'ont pas de carte d'identification. Tu connais très bien l'histoire de la République dominicaine, où les Dominicains voulaient qu'au moins les Haïtiens de la République dominicaine aient une carte d'identification. Les autorités haïtiennes n'ont pas été en mesure de leur fournir cette identification. Et puis, il y a des choses absolument d'avant-garde sur la liberté religieuse, sur la reconnaissance des enfants nés hors du mariage, sur le divorce. Donc, maintenant, le fait, il y a tout un débat. Charéron avait proposé, comme tu sais, de doter Haïti d'une constitution qui ressemble à la constitution américaine, où l'on aurait établi une république avec une séparation des pouvoirs, etc. Bon, mais c'était très bien. On ne sait pas ce que ça aurait donné en Haïti. Après Pétion l'a essayé. Mais à cette époque-là, dans la ferveur révolutionnaire, les révolutionnaires haïtiens sont en partie des héritiers du jacobinisme également. Et puis, évidemment, ce sont des radicaux, parce qu'il a fallu être radical pour faire face au colonialisme français et proclamer son indépendance, quelque chose d'inconcevable à ce moment-là. La constitution haïtienne établit donc, comme tu sais, l'empire, un empire, mais pas héréditaire. Exactement. Et ça, c'est la première forme de démocratie. C'est incroyable. Mais les pleins pouvoirs qui sont accordés à Dessalines, évidemment, sont des pleins pouvoirs qui permettent à n'importe qui, à partir de là, de devenir un despote, ce qu'il est devenu. Mais quand il a voulu exercer son plein pouvoir sur les chefs militaires, c'était un pays militarisé, c'est divisé en divisions militaires où chaque chef avait son patelin pratiquement. Quand il a voulu mettre la main dans tout cela, contrôler ce qui se faisait au niveau des finances, etc., ou bien de la répartition des propriétés, évidemment, les autres n'en ont pas voulu. Et c'est ces mêmes généraux qui avaient fait de lui un monarque absolu qui ont comploté et l'ont assassiné, n'est-ce pas? Donc, bon, de toute manière, pour un écrivain, c'est déjà un personnage incroyable de par lui-même. Pour un politique, pour un historien, la même chose. Et je disais, tous les autres aussi sont dignes de ça. Capois-la-Mort, Sanit et Charles Belair, Pétion lui-même avec l'Amérique du Sud, ou bien Christophe, etc., etc. Mais Dessalines, de toute manière, parmi tout cela, pour moi, dans le contexte historique, c'est celui qui les dépasse d'une tête, tu vois. Et même l'histoire de sa femme, c'est une histoire incroyable. En même temps, je disais que c'est Corée derrière toutes les femmes qu'il rencontrait, etc. Mais c'était un militaire quand même. Oui, c'était l'attitude des militaires d'alors. C'était un peu ça. Les généraux avaient toutes sortes de droits et de privilèges à ce niveau-là. Mais quand même, le mariage, sa relation amoureuse avec Claire Heureuse, c'est quelque chose qui mérite une histoire. C'est extraordinaire. En soi, oui. Ouais, en soi. Cette femme, c'est une femme hors norme à l'époque, tu vois. Mariée d'abord à un blanc qui meurt et puis ensuite elle se marie un esclave libre. Puis après, elle se marie avec l'empereur, tu vois. Et Dessalines, bon, voilà, on n'aurait plus en finir. Oh oui, il y a énormément à dire de cet homme, illustre homme. Mais que devons-nous maintenant retenir de son parcours? Parce que là, on regarde Haïti, les gens se disent, mais qu'avez-vous fait réellement de ce passé glorieux? Que devons-nous retenir des principes de Dessalines qui auraient pu ou qui pourraient nous aider à nous en sortir actuellement? Bon, pour conclure un peu la première partie, je te dirais que toi qui as beaucoup de relations en Afrique, Dessalines mérite d'être connu. C'est pas seulement un méconnu, c'est un inconnu, mais mérite d'être connu en Afrique. Donc j'imagine que... Pour la raison pour laquelle j'ai insisté pour commencer cette année 2025 avec toi, Arnold Antonet, pour nous parler de Dessalines. Parce que je pense que c'est le temps... Non, merci beaucoup. Je te dis pas merci en son nom, mais je crois qu'il le mérite énormément. Mais il faut diffuser ce film en Afrique, je crois. Exactement. Je m'arrangerai, je le dis. Promesse faite aux ancêtres. Mais je crois que on a vilipendé l'héritage de Dessalines. C'est-à-dire,
aujourd'hui, la situation que nous vivons est une situation honteuse. Il y a quelqu'un qui disait que la honte est un sentiment révolutionnaire. Et moi, j'espère que vraiment que cette honte se transforme en une vraie prise de conscience de l'état abject dans lequel nous sommes et qui ne peut que faire honte à Dessalines. Je crois que, d'ailleurs, mon film commence comme ça. Dessalines ressuscite, monte sur son cheval et s'en va voir ce qui se passe en Haïti. De tous les points de vue, on a vilipendé son héritage. Du point de vue de tout ce dont je parlais avant, recensement et cadre d'identification nationale, il avait un projet de développement économique. On pouvait contester son projet, on l'a contesté, on disait que c'était du caporalisme agraire, que les soldats de l'indépendance, d'ailleurs, ça a été une des raisons de l'éloignement des masses de Dessalines, c'est parce que il a voulu bâtir une économie sur le modèle de l'économie coloniale pour que Haïti, en devenant indépendante, ne devienne pas un pays pauvre, mais au contraire conserve et démontre sa capacité de produire autant qu'autant de la colonie. Mais évidemment, c'est un choix qui peut être contesté. Mais de toute façon, il avait un projet de développement économique et de créer de la richesse en Haïti. Exactement. De faire en sorte que le travail des Haïtiens permette de créer une certaine prospérité dans le pays. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes un pays, du point de vue économique, inexistant. Tu peux le voir, on ferme l'aéroport. On l'a fermé déjà 3 mois. Maintenant, on parle de le refermer 3 mois encore, si ce n'est plus. Et dans n'importe quel pays, ça porterait un coup fatal à l'économie. L'économie est déjà morte, donc on ne peut plus lui apporter d'autres coups fatals parce qu'on lui en a apporté suffisamment. Donc, c'est une économie qui n'existe pas. Nous importons, on disait 4 fois ce que nous exportons. Je crois qu'on importe encore plus maintenant. On parle de 5 millions, presque la moitié de la population en insécurité alimentaire totale. Donc c'est une pauvreté de masse criante. Du point de vue social, c'est un pays qui, depuis des décennies, n'offre plus de services aux principaux producteurs au soutien de l'économie d'Haïti, que sont les paysans. Donc, les paysans ont dû abandonner la campagne. Moi, j'ai travaillé dans la campagne pas longtemps de cela, avant cette situation d'insécurité totale. Et il y a des endroits où encore aujourd'hui, les gens n'ont jamais eu l'électricité. Et donc, ces paysans n'avaient pas d'hôpitaux, n'avaient pas d'écoles, n'avaient pas de moyens de production, donc ils se réfugiaient dans les bidonvilles. Donc Haïti aujourd'hui est un pays bidonvillisé. On a plus de gens qui vivent dans les bidonvilles que dans les villes qu'à la campagne. Et ces gens vivant dans des conditions infrahumaines, de violence de tous les points de vue, les enfants qui naissent là, qui grandissent là, qui ont perdu tout repère moral, tout repère culturel, alimentent les gangs. Et donc, du point de vue social, il n'y a pas grand-chose à dire. Les écoles ne marchent pas. Du point de vue politique, il n'y a plus de justice. Les ministères doivent changer de place et les ministres ne font pas grand-chose. La justice ne marche pas. Il n'y a plus de parlement. Il n'y a plus d'élections. Donc, l'État n'existe plus pratiquement. Ils sont à la merci des chefs de gang. Et tout ça, qu'est-ce que ça produit en plus? Quand les hommes politiques ou bien le pouvoir d'État qui est chargé de nous protéger et donne aux gangs, ou bien essaie d'obtenir des gangs leur propre protection, ou bien cherche leur faveur quand il y a d'éventuelles campagnes électorales, ça fait que cet État n'existe pas et ne protège plus ses citoyens. Donc nous sommes tous dans une prison à ciel ouvert et les gens vivent la peur au ventre puisqu'il n'y a pas beaucoup de nourriture. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Parce que mes frères et mes sœurs africains me le demandent tout le temps, mais au-delà de cette impertinence que certains pays veulent absolument et décident sempiternellement de nous faire payer. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi cet acharnement contre le peuple haïtien qui déjà, lui, est déjà petit? Et qui essaie tu sais, je suis en train de faire un film là et quelqu'un évoquait dans le film une analyse qu'avait faite une haïtienne que peut-être tu connais. C'était une des rares haïtiennes psychiatres et qui disait qu'en Haïti il n'y a pas beaucoup de suicides malgré la situation que tu vois là. Exactement. Parce que les gens ne se suicident pas parce que les gens ne se sentent pas responsables. Pensent que c'est toujours la faute des autres. Il faut toujours chercher un bouc émissaire, quelqu'un attribue la responsabilité de ce qui se passe. Ce qui se passe est de notre responsabilité. Surtout.
Mais en même temps, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure en finissant avec Dessalines, Dessalines était quelqu'un qui avait très clairement l'idée qu'il fallait défendre la souveraineté nationale, qu'il fallait défendre l'autodétermination des peuples, que même les petits peuples avaient droit au plus grand respect par rapport aux superpuissances et à tous les autres États. Eh bien, aujourd'hui, Haïti est un pays qui a perdu totalement, non seulement un pays paria dans tous les sens et qui a perdu donc toute souveraineté. Nous dépendons totalement de l'étranger et les dirigeants ne bougent pas le petit doigt sans penser quelle va être la réaction du grand patron. Et le grand patron, c'est les États-Unis d'Amérique en particulier, qui eux ne se soucient pas du cas d'Haïti. Est-ce qu'il y a un vrai complot pour détruire ce pays? Je ne sais pas. Ça, je n'ai pas de preuves, je ne comprends pas cette histoire très bien, la théorie complotiste portée jusqu'à ce point-là. Mais ce qui est certain, on s'en fiche des Haïtiens, de nous, on nous laisse cuire dans notre jus et on attend à ce que les Haïtiens fassent des propositions. La dernière proposition date, tu le sais bien, évidemment concoctée avec les gens de la CARICOM, ça a été le conseil présidentiel qui a 8 mois. On leur a demandé, moi je l'ai demandé, beaucoup d'autres l'ont fait. Il faut donner des résultats immédiatement. Il vous faut un pouvoir austère qui s'occupe uniquement de rétablir la sécurité et de mettre en marche l'économie du pays pour arriver à d'éventuelles élections, etc. Ils passent leur temps à se battre entre eux. Pourquoi? On ne sait pas. Bon, pour des miettes, apparemment. Donc, on comprend que dans cette situation, Dessalines, encore une fois, doit être furieux et se retourner dans sa tombe parce qu'on a perdu toute souveraineté. Et au lieu de s'occuper de reconstruire ce pays, de construire le bonheur de son peuple, et donc pour pouvoir rétablir la souveraineté du pays, c'est pas de cela qu'on s'occupe. Donc voilà. Donc Dessalines encore là a été complètement trahi, on peut dire comme ça. Parce que c'est un pays qui, pour la moindre des choses, a besoin de recourir à une aide étrangère. Pour nous redonner de la sécurité, cette sécurité, c'est-à-dire cet état de violence, c'est une guerre de groupes armés contre la société et contre la nation. Pour faire face à cela, on s'attend à ce que ceux qui sont au pouvoir, qui sont payés, qui touchent pour cela, prennent des mesures, mais non. Ils se battent entre eux, ils discutent, ils parlent, ils font des histoires byzantines autour. Ils se réunissent pour établir quelles sont les fêtes nationales, par exemple. Et c'est là l'objet d'une réunion. Et ils ont des voitures, ce qu'on ne comprend pas. Moi, je leur disais, vous savez pas pourquoi au Mexique, le gouvernement a pu choisir c'est une femme donc, qui a succédé à AMLO. L'un des motifs de la campagne était que depuis qu'on est au pouvoir, on n'a acheté aucune voiture neuve. Pouvez-vous en dire autant? Donc, c'est une politique d'austérité à laquelle tout le monde s'attendait, mais au contraire, on multiplie. Je leur avais dit, il faut réduire les ministères de la moitié, on les augmente. Il faut réduire de la moitié les ambassades, on les augmente. Réduire le personnel qui travaille à l'intérieur des ambassades, on les augmente. Donc, tout ça fait que, en Haïti, la population n'a plus aucune confiance dans l'État et elle est livrée à elle-même et on est tous désespérés. Donc, à ce moment-là, on est prêt à s'accrocher à n'importe quoi. Et dernier bouée de sauvetage apparent, ça a été la mission internationale guidée par le Kenya. Malheureusement, cette mission est là depuis presque 5 mois et on n'en voit pas les résultats. J'ai entendu le porte-parole de cette mission déclarer qu'au cours de ce mois, commençaient les actions, on allait voir les résultats. Mais on ne les a pas encore vus. La dernière atrocité, ça a été, comme tu sais, l'attaque de l'hôpital général, de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, où 2 de tes confrères, 2 journalistes, ont été tués. Donc, voilà. Ah non, on pourra en parler. Mais pas beaucoup de toute manière parce que moi, je suis horriblement enrhumé et là, je suis en train de perdre mes forces. Exactement. Donc, on va faire en sorte que tu prennes du temps pour toi, pour te reposer et prendre les médicaments qu'il faut pour te remettre sur pied. Beaucoup de Ça a été un plaisir de discuter sur Dessalines, comprendre un petit peu le personnage. Et en faisant cette émission, il y a un individu, je dis bien un individu, un militaire qui nous façonne ces derniers temps, qui nous fascine aussi, Monsieur Traoré du Burkina Faso. Et quand je le compare avec certains gestes posés avec l'empereur Jean-Jacques Dessalines, je me dis, est-ce que Dessalines n'a pas décidé de se réincarner carrément au Burkina
On va voir, on va voir. Mais On va voir. deux choses. Oui. L'empereur, les Haïtiens aiment les grands titres, empereur. Donc, moi, j'appelle jamais Dessalines empereur comme ça. Bon, parce que, tu sais, dans quelles circonstances il s'est nommé empereur. C'était pour faire, quand ils ont su que Napoléon allait se proclamer empereur, ils ont décidé qu'il allait être empereur lui aussi, pour pas moins que Napoléon. Et ils se sont empressés de sacrer Dessalines empereur avant le sacre de Napoléon. Exactement. Donc, c'était un peu dans cette guerre. Mais, parce qu'il faut bien aussi noter que l'Empire n'est pas non plus une république, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais en général, les empires, ça suppose du territoire comparé à la conquête d'autres territoires. Et ce n'est pas du tout dans l'esprit de Dessalines, finalement. Non, non. Donc, Dessalines, c'est notre héros national, le grand. Bon. Est-ce qu'on pourrait aussi dire qu'il conquérait quand même d'une autre manière, en établissant des alliés? Oui, et puis, non, mais il a beaucoup aidé les autres pays. Rappelle-toi, les déclarations sur la Martinique, sur la Guadeloupe, c'était flamboyante, tu vois. Que ne puis-je rompre vos chaînes? Mais tu sais, j'ai fait un autre film après Dessalines. Dessalines, de quelqu'un qui a fait sur le plan scientifique ce que Dessalines a réalisé sur le plan politique et militaire. C'est sur Anténor Firmin. Le dernier film, c'est Anténor Firmin entre la plume et l'épée ou de l'égalité des races humaines. Donc, c'est une œuvre que tous les Africains devraient connaître également, surtout la période à laquelle elle a été écrite par Anténor Firmin, bien avant Cheikh Anta Diop, et qui, malheureusement, j'ai lu son livre et j'ai pas trouvé de référence à Anténor Firmin, tu vois. Mais beaucoup de choses que tu trouves dans Cheikh Anta Diop avaient été déjà analysées et mises en avant par Anténor Firmin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Alors, on va tout simplement dire à tous nos auditeurs, tous nos abonnés et toutes nos abonnées, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi avec grand intérêt cet entretien-là. Nous allons tout faire durant cette année pour vous amener des personnes comme d'habitude, poignantes, intéressantes et capables de nous inspirer. Merci d'avoir été là, comme je le dis. Merci à toi et félicitations. Bonne année. Comme vous avez vu et lors de mes précédentes émissions, nous avons compris que le sort d'Haïti a été scellé par la méchanceté, comme j'ai eu à le dire, de certains Haïtiens vivant au pays et à l'extérieur du pays, et également de tout le corps groupe et tous les Yamnaya qui restent debout contre les intérêts du peuple haïtien. Le chemin est long. Ces émissions que vous voyez, que je me mets et que je me donne corps et âme, se font dans le but justement de reprendre conscience de notre état, de reprendre conscience de notre force pour que nous puissions nous relever, et ce à travers le monde. C'est insoutenable de nous voir parler du passé sans voir notre grandeur dans le présent. C'est le moment de le faire. Nous allons nous réhabiliter pour le bien-être de nos futures générations. Alors, je salue tous les grands Africains, toutes les grandes femmes noires qui se sont mis debout pour la sauvegarde et la grandeur de tous les peuples noirs à travers le monde. Merci à tous nos alliés. Merci à vous qui nous regardez, qui continuez de supporter la chaîne en commentant les vidéos, en s'abonnant et surtout, en partageant toutes nos vidéos. Je vous dis tous, Kebe Djam Balagé, bisous, câlins et à la prochaine émission. C'est à vous de faire le changement. On est là, le réveil est entamé, on va continuer parce qu'ensemble, on est plus fort. Ciao!